Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le stand de France Agrimaire. Donc, Pierre Claquin, je suis le directeur marché études prospectives pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc voilà, je suis heureux qu'on puisse lancer cette conférence sur la bioéconomie bleue. C'est une étude qui avait été lancée dans le cadre de la CTI, Commission technique interfilière sur la bioéconomie, qui est une donc, des instances de France Agrimaire. Et sous l'égide de la CTI, on a donc lancé cette étude sur la bioéconomie que Loïc va vous présenter. Et donc M. Boucher, donc le Copalis, si je ne me trompe pas, qui prendra le relais pour montrer un exemple un peu plus concret de valorisation des coproduits des produits de la pêche et de l'aquaculture, donc ce qu'on appelle la bioéconomie bleue. Vous avez très bien fait le lancement, en fait. Je n'avais pas besoin d'être là. Peut-être, Loïc Monod, commencer par vous présenter succinctement, parce que même si j'imagine que la majorité des personnes vous connaissent, c'est toujours important de le faire. Et puis après, vous allez nous expliquer en quoi l'étude qui a été réalisée sur plusieurs mois, sur 20 mois, il me semble. 20 mois. Exactement. Comment les conclusions que vous en avez tirées statistiquement et tout ça. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis donc Loïc Monod, chargé d'études à France Agrimaire sur la bioéconomie et notamment en charge de l'Observatoire de la biomasse, l'ONRB, que je vous présenterai également au cours de la présentation de cette étude. Donc, je vais vous parler ce matin de bioéconomie bleue, donc une étude sur le sujet confiée à un prestataire donc, par France Agrimaire. C'est terminé en novembre dernier et a été publié dans la foulée en décembre. Et donc l'idée, c'est de vous la présenter. Et c'est intéressant, je pense, de le faire parce que non seulement c'est un sujet assez méconnu au sein de l'agriculture en général, mais aussi pour ceux qui travaillent sur la bioéconomie et même pour ceux qui travaillent sur la pêche et l'aquaculture. Donc pour introduire... je pense que c'est bien de poser une petite définition de la bioéconomie bleue en partant de celle de la bioéconomie. Donc la bioéconomie, c'est l'ensemble des activités économiques, donc de production, de mobilisation, de transformation et de valorisation donc de la biomasse agricole, forestière et aquatique. Et donc la bioéconomie bleue, c'est son pendant seulement aquatique. Donc en englobant mer et eau douce. Le titre de l'étude, donc c'est importance et importance et opportunité du développement de la bioéconomie bleue en France. Donc elle a été réalisée par un groupement composé de 4 structures: Actéon Environnement, Bureau Veritas, Ivamer et Eureka Mer, avec comme disons chef de file Actéon Environnement. Je voudrais donc vous présenter cette étude en 5 petites étapes. Une première étape pour présenter le contexte, les objectifs, la démarche de réalisation de l'étude, les livrables et le périmètre. Ensuite, les résultats généraux de l'étude. Puis quelques résultats détaillés en fait via des diagrammes de Sankey. Alors les diagrammes de Sankey, c'est ce qui est bien, c'est que ça permet de présenter un peu les flux de biomasse qui sont quelque chose qui aujourd'hui sont durs à évaluer dans la bioéconomie. Ensuite un scoring des filières, donc scoring notation des filières selon la hiérarchie des usages définie par le Grenelle de l'environnement. Et enfin, les freins et pistes de réflexion qui ont émergé de cette étude. Voilà, donc, comme proposé, je commence par une présentation du contexte. Le contexte de l'étude, c'est en fait une recommandation du rapport du CGAER sur la bioéconomie bleue de 2019, qui est la suivante. C'est ce qui est en encadré bleu. En gros, ce que dit le CGAER, c'est que... une seconde.
c'est qu'il serait important de développer la connaissance sur les entreprises et les gisements de biomasse aquatique et faire un inventaire des usages de cette biomasse. Et au passage, essayer d'intégrer les données collectées à l'ONRB. Donc l'ONRB, c'est l'Observatoire national des ressources en biomasse. Et c'est une base de données gérée par FranceAgriMer, des volumes de biomasse générés par l'agriculture et les industries agroalimentaires dans chaque région française. Et également un inventaire des usages qui sont faits de cette biomasse. Et voilà, pour au bout du compte, avoir vraiment une connaissance des disponibilités en biomasse pour de nouveaux usages. Voilà, donc cette étude, juste 2 mots sur cette étude du CGAER, il s'agissait quand même plus d'un état des lieux type benchmark, avec un peu le repérage de ce qui se faisait chez nos voisins européens, et dans l'idée de donner une vision stratégique à la France dans le domaine de la bioéconomie bleue. Et donc c'est vraiment un travail préalable au nôtre. Les 2 grands objectifs attribués à l'étude, donc bioéconomie bleue de FranceAgriMer, c'est un peu l'application de la recommandation que je viens d'évoquer. C'est tout d'abord d'élaborer une base de connaissances sur la bioéconomie bleue en France métropolitaine, avant tout pour alimenter l'ONRB. Et ça veut dire concrètement estimer les gisements de coproduits. Donc c'est en fait de ça dont on parle vraiment, de coproduits, quand on parle là de biomasse aquatique, coproduits de la pêche et de l'aquaculture, et ensuite élaborer une base de connaissances sur leur valorisation. Et ensuite de cerner via des entretiens avec les professionnels des filières pêche et aquaculture les contraintes et opportunités de valorisation de ces coproduits. Donc cette étude a été réalisée en 20 mois, de début 2020 à octobre 2021, octobre-novembre, et elle a été publiée donc en décembre 2021. Elle s'est déroulée en 4 grandes phases. Une première phase de cadrage du périmètre, une deuxième phase de collecte et de structuration de données. Donc ça, c'était vraiment la phase la plus importante et qui a occupé le plus de temps. Une troisième phase de consolidation donc de ces données collectées via une consultation directe, en fait, sous forme de questionnaire direct aux professionnels et d'ateliers de consolidation, justement, d'ateliers de concertation avec tous les acteurs, un maximum d'acteurs et d'experts dans le domaine. Et enfin, une phase de finalisation post-consolidation des données, plus un travail de communication sur l'étude. Les livrables obtenus à l'issue de cette étude, ce sont les suivants. Une base de données structurée sous format Excel. Un rapport en 2 volumes. Donc un premier volume qui détaille la méthodologie et qui synthétise les résultats à la fois chiffrés en termes d'enjeux et opportunités. Et un deuxième volume qui, là, présente vraiment les résultats chiffrés, détaillés par filière. Donc quand je dis filière, c'est par espèce, en fait, de poissons, coquillages ou algues. Illustré par des diagrammes de Sankey. Voilà. Et donc ça permet d'avoir vraiment une photo des flux de matière dont on parle. Et bien sûr, une synthèse idéale pour communiquer sur l'étude. Le périmètre de l'étude, c'est en fait 21 espèces ou groupes d'espèces regroupés par similarité anatomique et de poissons, donc de coquillages et d'algues. On est sur des données 2018. À l'époque de l'étude, donc 2020-2021, il a été très difficile d'avoir des données plus récentes. On a essayé d'avoir des données 2019
Et ça n'a pas été possible pour des raisons d'accessibilité. Donc voilà, ces espèces, c'est vraiment ce que j'ai appelé avant filière. Donc là, c'est un tableau avec les importations, exportations pour chaque espèce. Donc là, on n'est pas encore dans les coproduits, hein, on est dans les volumes de produits frais. Mais voilà, tout ça, en fait, c'est pour montrer qu'on est sur des filières en fait assez différentes du reste des filières de la bioéconomie, puisque on peut voir que les importations et les exportations également sont prépondérantes, et notamment pour là, c'est ce qui est en rouge. Vous voyez le cabillaud, les différents thons et le saumon sont très largement importés. Ce qui est quand même notable dans la bioéconomie. On ne se base pas dans la bioéconomie sur des ressources qui sont aussi massivement importées dans le reste de la bioéconomie. Voilà, là j'insiste un peu, mais c'est vraiment pour boucler le périmètre. On s'intéresse donc bien aux coproduits de la production et de la transformation, et non pas à la distribution et à la consommation, donc en France métropolitaine. Je vous présente maintenant les résultats généraux de l'étude. Donc ce sont les suivants. On a environ 210 000 tonnes de coproduits générés par la production et la transformation de poissons, coquillages et algues en France métropolitaine. On voit quand même très nettement une prédominance du saumon. Et avec à peu près, ça fait à peu près 2/5 du volume total de coproduits sont des coproduits de saumon. Et après, je dirais, on a peut-être 5 ou 6 espèces qui génèrent chacune à peu près entre 10 000 et 20 000 tonnes de coproduits par an. Et voilà, le reste des espèces finalement génère assez peu de coproduits. Voilà. Maintenant, de façon globale, en termes de valorisation, on a à peu près 160 000 tonnes de ces coproduits qui sont valorisés. On a à peu près un peu plus de la moitié qui est valorisée sous une forme destinée à l'alimentation animale, de rente, sous forme de farine, d'huile ou d'hydrolysa. Et ça concerne uniquement le poisson. On a aussi les pulpes. Donc là, les pulpes, c'est vraiment la chair qu'on récupère sur les arêtes de poissons, et dont une partie retourne d'ailleurs en alimentation humaine. C'est c'est à peu près c'est un des seuls coproduits qui retourne en alimentation humaine. Le pet food représente à peu près un quart des valorisations. Et voilà, le reste le reste finit en engrais ou en ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Donc si on fait le total, on arrive à 160 000. À mettre en regard des 210 000 tonnes de coproduits générés. Donc ce qui signifie qu'à peu près 50 000 tonnes de coproduits ne sont pas valorisés. Comme nous le verrons dans peu de temps, il s'agit majoritairement en fait des résidus de la conchiliculture, à savoir les coquilles d'huîtres majoritairement et les moules sous taille. Voilà. Je voulais vous montrer maintenant quelques exemples de diagrammes de Sankey. Là, on peut commencer à parler de résultats détaillés. Vraiment, je crois que c'est un des principaux intérêts de l'étude de ces diagrammes de Sankey, puisqu'en fait, ils permettent d'avoir une vue d'ensemble sur une matière première, ce qu'elle subit, ce que sa transformation émet comme résidu, et à chaque étape successive de transformation. Et il y en a souvent plusieurs. Et également ce qu'on fait donc de ces résidus. Donc ça, c'est l'exemple du saumon.
Je vous l'accorde, ça donne un schéma assez dense, car il y a beaucoup d'étapes de transformation qui à chaque fois génèrent beaucoup de coproduits pour des valorisations multiples. Voilà. Et donc le saumon, ce qu'on peut voir à partir d'ici, c'est qu'il arrive frais et éviscéré sur le territoire français. Bon, à part une partie mineure qui est produite en ferme aquacole française, mais c'est vraiment mineur. Donc la plupart arrivent importés. Donc en fait, tous les coproduits générés par l'éviscération, l'étape d'éviscération, en fait, ne sont pas présents sur le territoire français. Donc on commence vraiment à partir d'une matière fraîche et éviscérée, et qui est destinée, qui est orientée vers deux industries classiques, en fait, la fumaison et le filetage. Et donc là, en fait, c'est les pulpes qu'on récupère sur les arêtes. Et donc, on a un certain nombre de coproduits qui sont valorisés pour des marchés ciblés. Donc là, en fait, je m'excuse, il n'y a pas de légende, mais grossièrement, les carrés bleus, ce sont les étapes de transformation. Les carrés rouges que vous voyez, c'est les produits finis principaux destinés à l'alimentation humaine. Et les ronds roses tout à droite, ce sont donc les usages des coproduits. Donc l'exemple du saumon, je dirais que c'est vraiment celui de l'espèce qui génère beaucoup de coproduits en grande quantité et qui sont plutôt bien valorisés. On a très peu d'élimination finalement. Autre exemple, la baudroie. Donc ça, c'est une espèce issue de la pêche exclusivement, qui en valeur absolue, en parlant de coproduits, en valeur absolue, tout comme relative, donc relative à l'entrée, à la production à destination de l'alimentation humaine. Donc ces quantités sont assez faibles, en quantité relative et absolue. Assez faibles, mais bien valorisées. Et seule une toute petite partie des coproduits part en équarrissage, donc n'est pas valorisé autrement que par l'élimination. Donc ça, c'est tout en bas à droite, je crois, ouais, l'équarrissage. Constat tout autre pour l'huître d'élevage. Là, on a un volume de coproduits, donc les coquilles, qui est assez important, en valeur absolue comme relative. Donc relative au produit lui-même, on a à peu près 20% de la matière qui est de la coquille, mais encore peu valorisée, voire presque pas. On voit une part non valorisée tout en bas à droite, assez importante. Un autre exemple, celui de la sèche. Donc la sèche, c'est une sorte ça ressemble un peu à un calmar, je crois, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un os. Ouais, pardon. Ouais, comment? Oui, voilà. Mais avec un os central et pas d'arête. Voilà. C'est juste pour. Et on n'observe donc pas d'importation, mais en fait une majeure partie des prises en mer débarquées est exportée sous forme fraîche. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et ce qui fait que toute la partie transformée la partie transformation se fait sur finalement une part assez réduite de ce qui est débarqué. Seulement, donc là, en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui part d'ici. Et ce qui fait que, en l'absence d'étape de transformation au niveau domestique, on est sur une filière qui est assez peu émettrice de coproduits. Mais voilà, il y en a quand même.
et pour la partie non exportée. Et il s'agit de coproduits organiques d'un côté, qui sont valorisés en alimentation animale, et également d'un coproduit donc minéral, l'os, et qui pour sa part n'est pas valorisé. Un dernier exemple, celui de l'araignée de mer. Là, en fait, aux étapes de la transformation, de la production et de la transformation, l'araignée de mer émet assez peu, même très peu de coproduits, en valeur absolue comme relative. Et ceci car en fait la plupart des volumes est vendu sous forme vivante. Et là, les coproduits sont donc logiquement plutôt générés aux étapes de la consommation et un peu de la distribution aussi. Et donc voilà, des étapes qui sont en dehors du périmètre de cette étude. Je passe au scoring des filières. Donc là, c'est un peu la dernière chose intéressante que propose cette étude. C'est donc une notation des filières selon leur prise en compte de la hiérarchie des usages telle que définie lors du Grenelle de l'environnement. Et alors donc en gros, pour faire simple, le Grenelle de l'environnement, donc qui s'est tenu en 2007, dit pour un coproduit, la priorité, c'est bien sûr d'en diminuer la quantité. Si ce n'est pas possible, la priorité, c'est de le rediriger vers l'alimentation humaine. Si à nouveau ce n'est pas possible, il faut autant que possible le rediriger vers l'alimentation animale. Si ce n'est à nouveau pas possible, vers un usage matériau. Et si c'est toujours pas possible, vers un usage agronomique ou énergétique. Et vraiment, en dernier recours, l'élimination. Donc, je commence par vous montrer les principaux flux de valorisation, en fait, qui va nous amener à comprendre à évaluer donc la prise en compte des filières de cette hiérarchie des usages. Donc pour chaque espèce, donc à gauche vous avez les espèces, à droite les valorisations classées donc de haut en bas selon la hiérarchie des usages, donc avec tout en haut l'alimentation humaine, tout en bas la non-valorisation. Et ce que nous montre assez clairement en fait ce diagramme, c'est que les filières qui génèrent le plus de coproduits, donc le saumon, la truite, le cabillaud qu'on voit ici, sont celles dont les coproduits sont valorisés le plus en haut dans la hiérarchie des usages. Donc, globalement, on pourrait dire que la bioéconomie bleue obtient une note plutôt bonne en termes de hiérarchie des usages. Exception faite des moules et huîtres et algues. Donc, comme je l'ai dit avant, des filières conchilicoles. Comme on le voit tout en bas du diagramme, en fait, donc les moules et les huîtres émettent quand même des coproduits en grande quantité, en quantité non négligeable, et l'écrasante majorité n'est pas valorisée. Et alors, d'ailleurs, je vous montrerai peut-être je vais vous montrer une évolution possible au niveau des moules, pour lesquels la non-valorisation n'est pas une fatalité. Donc finalement, on arrive à un scoring par filière qui est le suivant. Pas sans surprise, les coquillages se trouvent tout en haut, étant donné que la notation se fait bien sûr à l'envers, c'est-à-dire que on note de 1 à 5, la note 5, et voilà, pour un coproduit qui est valorisé tout en bas de la hiérarchie des usages.
Donc sans surprise, voilà, on voit les moules tout en haut et les espèces génératrices de beaucoup de coproduits comme le saumon et le cabillaud tout en bas avec une note entre 1 et 2. Et donc je reviens, comme je l'ai dit, sur la filière il manque une syllabe, mythylicole, qui en fait en 2018, donc année des données de l'étude, données prises en compte de l'étude, obtenait un score de 5, étant donné que donc son principal coproduit, les moules sous taille, n'étaient pas valorisés. Donc les moules sous taille sont les moules en fait trop petites pour être vendues dans les circuits traditionnels de consommation, enfin, écartées de la consommation bien que comestibles, mais qui n'ont aujourd'hui aucune voie de valorisation. Mais alors ce qu'a fait le prestataire, c'est qu'il s'est projeté en 2022. Bon, là, il faut se replacer à l'époque de l'étude, c'était plutôt 2020-2021. Et à l'époque, très franchement, je ne sais pas où c'en est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait les 3 ou 4 principaux acteurs de la filière mythylicole qui avait déposé des projets de valorisation des moules sous taille, projets seulement à l'état de projet, et donc le prestataire s'est projeté à imaginer que ces projets verraient le jour, et tout de suite on arrive à un score meilleur de 4,3, étant donné que ça voudrait dire 3 nouvelles voies de valorisation, le pet food, l'amendement minéral des sols et la méthanisation, comme vous pouvez voir à droite. En fait, si on compare les deux schémas, là vous avez seulement la non-valorisation tout en bas à droite, et là vous en avez 3 nouvelles. Donc le pet food, l'amendement minéral et la méthanisation. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut suivre, parce que les moules sous taille, il y en a, comme vous voyez, comme en grande quantité. On est à, je crois, à peu près une vingtaine de milliers de tonnes. Je pense que... Alors ce ne sera jamais une note, à mon avis, supérieure à 3, étant donné que ce sera compliqué de les valoriser en alimentation. Mais voilà, le score peut être amélioré. Voilà, je termine avec les freins au développement de la bioéconomie bleue qui ont été identifiés par le prestataire dans le cadre de cette étude et les pistes de réflexion données. Donc là, il ne s'agit pas de pistes de réflexion sur des politiques publiques à proprement parler, mais vraiment de suite à donner à l'étude en termes de connaissances de la bioéconomie bleue. Alors les principaux freins identifiés, c'est avant tout des freins logistiques, puisqu'on on remarque quand même une atomisation de la ressource versus une hyperlocalisation des lieux de valorisation. Donc il y a une difficulté de joindre la ressource et l'usage. Ça se fait, comme on l'a vu, ça se fait relativement... Il n'y a pas non plus énormément de pertes. Mais je pense que pour structurer la filière, les filières de valorisation, c'est... il faut clairement avoir en tête que l'atomisation géographique est une contrainte. Également, la saisonnalité des produits. Et on est sur des filières qui sont soumises à des aléas, les aléas que connaît la pêche. Et ce qui fait que c'est une nouvelle contrainte, une contrainte de plus pour structurer les filières. Et on a également un poids important de l'import dans les coproduits, comme on l'a vu. Disons que le fait que les espèces soient souvent importées, même si c'est de la matière fraîche, il y a quand même une partie en amont qui échappe au marché français. Et voilà, ça diminue, disons, le volume de coproduits. On n'est pas sur un volume de coproduits, donc on a dit 210 000 tonnes.
Bon, dans la bioéconomie, c'est pas quelque chose d'extravagant, mais bon, ça pourrait l'être, ça pourrait être plus important si l'amont avait lieu sur le territoire national. Et également, une des contraintes, c'est qu'on a une grande diversité d'espèces et de groupes d'espèces qui génèrent une diversité de coproduits et qui sont valorisables de différentes manières, donc ce qui multiplie en fait les besoins en mise en place de procédés industriels. Voilà, ça c'est une autre contrainte. Donc globalement, en ayant interrogé les acteurs du secteur, le prestataire est arrivé au résultat suivant. 55% des freins mentionnés sont des freins logistiques. Et comme on le voit en bas, 25% des freins mentionnés sont plutôt des freins au niveau de la structuration d'un réseau industriel. Les pistes, les suites à deux. Ouais, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc les suites à donner à l'étude qui ont émergé de cette étude, c'est vraiment de renforcer la base de connaissances de la bioéconomie bleue en France métropolitaine via notamment un benchmarking de solutions et d'organisation de filières en dehors des frontières. Et également organiser un partage d'expériences entre filières et territoires, sachant que d'un territoire à l'autre, les voies de valorisation sont appréhendées de manière différente et surtout les réseaux logistiques sont mis en place différemment, ce qui fait que on a des situations assez diverses selon les territoires. Donc un partage d'expérience pourrait aider au développement de la bioéconomie bleue. Et alors il y a également une proposition intéressante d'ajouter au questionnaire d'Agrest, donc rempli chaque année par les exploitants agricoles, pour évaluer les tonnages de coproduits donc, au niveau des entreprises. Et bien sûr, une idée qui pourrait être intéressante et qui, je pense, changerait la donne, ce serait, en termes de volume de coproduits, là, ce serait de s'intéresser à l'aval, donc qui n'est pas dans le périmètre de l'étude que je viens de vous présenter. Donc, ce serait sonder la production de coproduits au sein des grandes et moyennes surfaces spécialisées, la restauration, le commerce de détail et bien sûr les déchets ménagers de la consommation. J'en ai terminé. Je pense que... Alors je précise que mon collègue Guillaume Nouvel et moi-même sommes les référents sur cette étude au sein de FranceAgriMer. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions au-delà de cette conférence. Mais également maintenant, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Et je vais passer la parole ensuite à Monsieur Boucher, ici présent, pour nous présenter un exemple concret de valorisation des coproduits de poissons via sa société Copalis. Mais avant tout... Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur pour cette première partie de conférence? Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question juste par rapport à la réglementation sur les coproduits coquillés. Est-ce que c'est pas aussi un frein ou pourquoi ça n'a pas été relevé? Effectivement, c'est pas un frein qui a été mis en avant dans les conclusions de l'étude. Mais c'est vrai qu'après coup, on nous a fait remarquer que c'était une évolution réglementaire qui devait avoir lieu pour pouvoir massifier cette valorisation. Mais je pense qu'étant donné qu'il y avait quand même, à l'époque de l'étude, quand même, ces 3 ou 4 projets qui ont été déposés, ça veut bien dire que la réglementation n'est pas non plus
comment dire, n'empêche pas non plus cette valorisation. Mais j'avoue que ça a creusé. Ouais, moi, j'ai pas d'infos là-dessus, mais on pourrait demander. Ouais, je pense autour de nous. Ouais. Oui. Non. Bonjour. Donc Emmanuel Boucher, Société Copalis. Bon, pour répondre un peu à votre question, au sein de Copalis, on a réfléchi à une époque sur les coproduits ou ce qu'on disait par le passé des déchets coquillés. La difficulté, c'est dans bioéconomie bleue. Il y a bio, puis il y a économie. Et quand on parle d'économie, c'est une chaîne de valeur. Et en fait, la difficulté, c'est comme tout, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'on peut tout transformer, on peut tout faire. Mais après, il y a des coûts, il y a des contraintes liées. Là, ça a été bien présenté par M. Monod concernant la logistique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on parle de coproduits, c'est avant tout de la matière organique. Qui dit matière organique dit évolution rapide. Donc, et dégradation. Donc ça veut dire que plus on va agir rapidement dans des conditions favorables à la stabilisation du produit, c'est-à-dire la première, c'est la gestion à température dirigée, par exemple. Ça permet à la matière organique qui reste notamment sur les coquilles de se maintenir. Et après, vous avez la coquille. Et la coquille, après, c'est toutes les diversifications pour valoriser effectivement en engrais ou dans les matériaux. Mais ça demande aussi parfois des premières transformations comme du broyage. Et qui dit broyage ou micronisation, ça fait appel à des technologies coûteuses. Et donc après, dans la chaîne de valeur, c'est à prendre en compte. Et tout ça vient s'additionner également à la logistique qui n'est pas forcément facile, puisqu'il faut rassembler, il faut collecter, il faut rassembler pour pouvoir permettre ensuite une activité continue. D'autres remarques ou questions ? Peut-être que du coup vous nous avez permis la transition. Je pense que vous pouvez venir. Donc c'est Emmanuel Boucher de la société Copalis. Moi j'avais peut-être une dernière question pour Loïc Monod. C'était justement pour avoir quand même, avant de rentrer dans le concret de la société Copalis et d'Emmanuel Boucher, peut-être des exemples de valorisation de coproduits de manière générale. Qu'est-ce qu'on fait des moules sous taille ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des coquilles d'huile, des choses comme ça ? Juste des trucs très, comme on a été beaucoup sur un aspect méthodologique et tout, d'avoir des choses très concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut valoriser ces coproduits. Eh bien, en fait, des exemples concrets, précis, là, j'aurais du mal à vous les donner parce que justement, on a demandé aux prestataires qu'il arrive bien à rassembler les valorisations un peu selon notre nomenclature à nous dans l'Observatoire de la biomasse. Parce qu'on cherche vraiment avant tout à connaître les volumes valorisés. En fait, si on rentrait trop dans le détail, on allait, je pense... Oui, il y a tellement de voilà. produits différents que c'est impossible Ouais. d'analyser tous les types de coproduits qu'on peut faire. Ça pouvait même aller jusqu'à compromettre les résultats de l'étude, parce que si on a si on considère une multitude de valorisations, si on n'a pas les données sur une de ces valorisations, d'emblée, elle est mise à l'écart. Donc on a vraiment décidé de les agréger. C'est majoritairement vraiment de l'alimentation animale et de, comme on l'a vu, des produits de fertilisation des sols. D'engrais. C'est ça. Vous allez Je nous pense en parler. que Monsieur Boucher va. Ouais, voilà. Et donc Emmanuel Boucher de la société Copalis, donc une entreprise, une industrie qui a fait partie de l'étude de Loïc Monod. Je vous laisse du coup. Rebonjour. Donc, je m'appelle Emmanuel Boucher. Donc, je suis responsable d'usine au sein de Copalis Industrie. Et donc, je fais également partie de la direction générale pour le développement de Copalis Industrie qui est situé à Boulogne-sur-Mer. Et donc, nous, notre vocation, c'est la valorisation des coproduits de poissons principalement. Bon, j'ai un peu parlé des coproduits coquillés, mais on se contente uniquement de travailler les coproduits de poissons parce qu'ensuite, nos process
sont adaptés à cette matière première. Donc, Copalis Industries est une filiale de Skogal, donc, qui est située à Boulogne-sur-Mer et qui est spécialisée dans la transformation des coproduits de la mer dans le but d'obtenir une meilleure valeur ajoutée. Puisque donc, nous, aujourd'hui, on ne parle plus, comme tout le monde maintenant, on ne parle plus de déchets, on parle vraiment de coproduits ou alors de sous-produits. Jusqu'à un certain temps, on disait sous-produits, ça considérait ensuite des applications en alimentation animale et coproduits pour l'alimentation humaine. Mais dernièrement, on englobe l'ensemble de ce qui est issu de la transformation du poisson sous le terme de coproduits. Alors, Copalis Industries dispose de 2 ateliers permettant de valoriser les coproduits. Alors, on a un atelier d'ingrédients marins qui est venu que l'on a développé d'ailleurs dans les années 2000 pour la valorisation des coproduits, certains coproduits, c'est-à-dire des parties bien précises du poisson pour en extraire des molécules attractives ou des molécules d'intérêt, comme le collagène, des peptides bioactifs, ou également des poudres d'arête ou de cartilage si on travaille donc des raies ou des petits requins. Donc à cette époque, Copalis a été précurseur dans ce secteur d'activité et nous avons obtenu bien évidemment une expérience dans le domaine. Mais en fait, l'évolution a démarré tout d'abord par une activité pour l'alimentation animale, dans la transformation donc également d'actifs, où on a pu, en travaillant le poisson, extraire de l'huile, notamment lors de la fabrication des farines, et surtout dans les années 70, vous le verrez dans une diapositive suivante, dans les années 70, il y a eu le développement d'un produit que l'on appelle des hydrolysats de poissons par voie enzymatique, et qui faisait l'objet d'ailleurs à l'époque d'un brevet qui est passé dans le domaine public. Mais c'est vraiment notre cœur d'activité, la valorisation par voie enzymatique, aussi bien pour la production de produits destinés à l'alimentation animale, qui est donc à l'origine de notre activité, et par la suite pour la fabrication de produits destinés à l'alimentation humaine sur les marchés de la diététique et la cosmétique. Alors, on est situé à Boulogne-sur-Mer, donc on a la chance d'être au cœur d'une ressource marine qui est constante. Et donc nous, notre objectif, c'est d'apporter, je dirais, dans le cadre de la collecte des coproduits, la meilleure valorisation en alimentation animale, comme je l'ai dit, nutraceutique et cosmétique. Donc, là, vous avez quelques chiffres d'affichés. Donc, c'est une entreprise qui a été créée donc, en 1960, mais je vous expliquerai un peu le cheminement. On est une centaine de personnes au sein de Copalis Industries. On collecte et on valorise 55 000 tonnes de coproduits au sein de Copalis, mais auquel vient s'ajouter 15 000 tonnes environ sur une filiale de Skogal, une autre filiale, un autre atelier qui s'appelle Valofish. Et en termes de management, donc on fait partie de la holding Skogal. Et bien évidemment, après, nous sommes structurés par une organisation classique avec un président et une direction générale. Donc ce qu'il faut savoir, si certains ne le savent pas, Boulogne-sur-Mer est le premier centre européen de transformation des produits de la mer, de la pêche, et également le premier port français. Souvent, on est en concurrence avec un port avec les Bretons. Mais bon, voilà. Mais pour l'instant, c'est Boulogne-sur-Mer. Alors moi, je ne suis pas d'origine de Boulogne, hein, donc je suis un peu neutre dans cette affaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle, dans la bioéconomie, en fait, qui a été quand même initié dans les années 60 par les acteurs de la transformation du poisson. Donc Skogal est une coopérative d'intérêt maritime qui appartient entièrement aux industriels des produits de la pêche de Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire que à l'origine, et je dirais dans des temps où
la ressource était très importante, eh ben, on parlait de déchets. D'ailleurs, Copalis s'appelait à l'origine Coopérative de traitement des produits de la pêche. Et donc les industriels du poisson, bah, quand ils avaient le reste, une fois avoir transformé, fileté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste environ 50% du poids du poisson. Et ben, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ils ont racheté une petite entreprise qui faisait de la farine de poisson. Et ils ont créé la coopérative. Donc cette coopérative achète les coproduits aux différents industriels, donc organise la collecte, achète et ensuite les revend à ces deux filiales, Copalis Industrie et Valofish. Et ces deux entreprises, ces deux ateliers, si on peut dire, leur objectif, c'est de pouvoir transformer le poisson, travailler le poisson pour obtenir une valeur ajoutée. Et donc, Skogal a vraiment une volonté pour ses adhérents d'apporter la meilleure valeur ajoutée puisqu'elle achète. Donc, vous comprenez bien que nos coopérateurs, tous les ans, ils ont des entreprises. Donc, ils nous demandent, cette année, vous en êtes où? Combien vous allez m'acheter les têtes de saumon, les arêtes de cabillaud ou d'autres types d'espèces. Et donc, nos outils se doivent d'être bien évidemment très performants pour apporter une chaîne de valeur. Alors, l'histoire de la coopérative, comme je l'ai précisé, a démarré dans les années 60 par un atelier de farine de poisson, toujours pour répondre aux besoins à la fois de transformation, de valorisation des ressources, et notamment en protéines alimentaires. Et ça a démarré donc par la fabrication de farine de poisson destinée à l'alimentation animale. La farine de poisson, en gros, c'est le poisson, on le cuit, on le presse, on retire une partie d'huile et on le sèche à nouveau. Donc le poisson, c'est en gros, on le déshydrate et on a enlevé une partie de l'huile. Et donc dans cette fraction de farine, il y a à la fois la partie protéique et la partie minérale. Et dans les années 68, les ingénieurs de l'époque ont eu accès à un brevet ils ont eu accès plutôt au niveau de la recherche à des possibilités d'hydrolyser le poisson, et ils ont développé un brevet et un procédé industriel pour lancer un hydrolysa de poisson que l'on appelle le CPSP. Donc Copalis et la coopérative disposent d'une marque qui s'appelle concentré protéique soluble de poisson. Donc c'est de la protéine hydrolysée par voie enzymatique. Alors l'utilisation des enzymes permet en fait de fractionner la chair, fractionner les protéines jusqu'aux peptides et acides aminés pour obtenir des produits, si vous voulez, facilement assimilables pour les jeunes animaux, tant au niveau de l'aquaculture que de l'agriculture. Par exemple, les porcelets, notamment dans l'allaitement, dans les premiers âges. Également pour le veau, mais suite à l'histoire de l'époque de la vache folle, toutes ces protéines-là ont été interdites, au moins sur ces applications-là. Et donc, ça permet vraiment aux jeunes animaux de dépenser moins d'énergie lors de la digestion et pour pouvoir assimiler plus rapidement ces ingrédients. Et donc pouvoir dépenser l'énergie à autre chose. Et donc c'est pour les rendre aussi un petit peu plus forts en ayant une sorte d'immunostimulation. Dans les années 2000, comme je l'ai dit précédemment, toujours dans la recherche de trouver des valeurs ajoutées, Copalis s'est penché un petit peu sur les différents produits, différents types de coproduits. C'est-à-dire que pour les hydrolysats de poissons destinés à l'alimentation animale, si vous voulez, on prend l'ensemble du poisson, on fait l'hydrolyse et voilà, tout est transformé. Dans l'alimentation, pour les marchés d'ingrédients actifs marins pour la diététique et la cosmétique, on va cibler le type de coproduit.
Vous verrez tout à l'heure, il y a un résumé un petit peu de ce qu'est notre activité et de ce qu'on peut faire avec des coproduits de poissons. Donc on va vraiment choisir le type, par exemple, soit des peaux, soit des arêtes, soit du cartilage, pour pouvoir en extraire les molécules d'intérêt. Et dans les années 2020, toujours dans une recherche d'apporter une valeur ajoutée, il y a eu l'acquisition de Valofish, donc, qui est une entreprise boulonnaise également, qui est 100% axée sur une valorisation alimentaire, agroalimentaire, vous le verrez par la suite, dans la collecte, la transformation des parties de poissons par voie de congélation, ou par voie de première transformation pour obtenir de la pulpe, comme l'a précisé monsieur Monod. Alors voilà un petit peu le cycle que l'on retrouve, le cycle du poisson. Donc vous avez la pêche, le maraîchage qui concerne bien évidemment la transformation. Donc vous avez un côté les filets et d'un autre côté les coproduits. Donc Skogal achète ses coproduits. Donc vous voyez un petit peu sur cette diapositive les parties de poisson qui peut rester. Parce qu'à la fois quand vous filetez, vous enlevez la partie filet du poisson, il reste tout le reste. Mais quand vous avez un filet, aujourd'hui, comme la ménagère et les personnes, on veut aller vite, il faut qu'on ait des parties qui soient facilement, faciles à cuisiner. Et donc on enlève également des parties protéiques, ce qu'on appelle le parage. Et donc il reste des parties nobles qui peuvent être transformées. Quand vous avez des dos de cabillaud, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le dos et après vous avez le flanc. Et le flanc, ça a une valeur également, notamment dans l'agroalimentaire. Donc Skogal collecte tous ces coproduits et en fonction des différentes activités et la valorisation, bien évidemment, va orienter les différents coproduits vers ces deux entreprises, Copalis Industries ou Valofish pour la transformation. Alors, on est fiers à Boulogne parce que je pense que c'est vraiment un modèle économique qui est important, qui a montré ses preuves. Et puis en plus qui montre qu'une démarche éco-responsable peut fonctionner, puisqu'on achète les coproduits à nos adhérents. Donc ces adhérents récupèrent une valeur ajoutée, ça leur permet également, eux, d'avoir, une activité, un complément d'activité, un complément de chiffre d'affaires. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation des coproduits, en fait, c'est tout simplement la marge nette. Parce que vous avez des entreprises, notamment, qui sont uniquement spécialisées dans la transformation du poisson, notamment pour les grandes surfaces. Et comme vous le savez tous, les prix sont quand même très travaillés. Et donc, eux, le fait de valoriser les coproduits, ça leur permet d'avoir le bénéfice pour certains, pour les plus petits. C'est leur résultat de fin d'année. Bien évidemment, on utilise une matière première durable, puisqu'on ne pêche pas pour faire nos produits, c'est-à-dire qu'on est vraiment en aval de la filière. Et ensuite, au sein de nos procédés de fabrication, on n'utilise pas de solvant, donc on est... par des voies soit mécaniques ou voies naturelles, puisque les enzymes sont achetées, sont des produits naturels que l'on achète notamment en Afrique. Alors voilà, si vraiment il y avait quelque chose à retenir sur notre activité, c'est cette diapositive où vous avez l'explication de notre métier, donc comme je le répète, on est spécialisé dans l'hydrolyse enzymatique. Donc, quand on récupère l'ensemble des coproduits, tout le poisson, c'est-à-dire tête, arête et tout le reste, ce qu'on appelle, nous, les sous-produits, parce que la destination principale, ça sera l'alimentation animale. Donc, pour la fabrication de non-concentrés protéiques solubles de poisson, on obtient une protéine hydrolysée, également une farine d'arête, puisque contrairement à la farine, comme je vous l'ai expliqué précédemment, au cours du procédé,
eh ben, on va solubiliser les protéines. Donc quand on fait agir, on met dans des cuves. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson, vous le voyez au début, et après, ça part dans des tuyaux, ça part dans des cuves. On a vraiment un procédé industriel. On est très très loin du maraîchage. Donc ce qui fait aussi appel à des technologies quand même qui demandent aussi aux opérateurs d'être spécialisés. Donc il y a toute une gestion aussi par rapport à cette activité-là, une gestion des ressources humaines. Quand on fabrique des hydrolysats, ben, on obtient de l'huile, on obtient également des farines, des poudres d'arête. Et l'ensemble de ces produits peuvent être utilisés, valorisés en aquaculture, en alimentation chiens et chats pour le pet food, et également, comme je l'ai dit, en lactoremplaceur pour l'allaitement des jeunes porcelets, et également en biofertilisant. Ensuite, comme je l'ai dit, l'idée d'obtenir une meilleure valeur ajoutée, on s'est penché sur les différents types de coproduits. Et on peut faire certaines séparations, notamment par exemple les peaux. Et avec les peaux, on peut obtenir donc, ce qu'on appelle du collagène et également de l'élastine destinée aux compléments alimentaires ou à la nutri-cosmétique. Ensuite, les arêtes ou surtout le cartilage, on peut extraire ce qu'on appelle le calcium pour les arêtes, du calcium, et également de la chondroïtine sulfate à partir du cartilage. Alors la chondroïtine sulfate, c'est simplement une molécule qui permet de prévenir les problèmes d'arthrite et d'arthrose. Ensuite, vous avez avec la chair, donc ça c'est plutôt une activité qui peut être soit par voie au sein de l'agroalimentaire ou de la transformation industrielle, notamment à Copalis, où on peut obtenir des peptides qui vont pouvoir prévenir le stress, des peptides minceurs et des peptides antihypertensifs et des extraits aromatiques. Et puis également, puisque je l'ai précisé, dans notre travail, on a des produits, ce que nous on appelle des produits secondaires, c'est l'huile, notamment pour les oméga 3, selon certaines espèces de poissons. Donc là, vous avez vraiment le panel de ce qu'il est possible de faire avec les coproduits. Bon, juste rapidement, donc on a un atelier au sein de Copalis, un atelier alimentation animale. On a 35 personnes. Alors, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 363 jours sur 365. C'est-à-dire qu'on a en ce moment, on a la chance de pouvoir, on a une activité très tendue. Notre produit Hydrolysa est très apprécié par les professionnels de la production d'aliments. Donc, ce qui nous permet justement de poursuivre nos développements dans l'intérêt de nos adhérents. Ingrédients marins, voilà, ça vous montre un petit peu, voilà ce que les produits, c'est des cuves en ce qui concerne les procédés de fabrication. Donc on a également une vingtaine de personnes et puis bien évidemment on a toutes les normes nécessaires pour pouvoir, je dirais, vendre et exporter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre activité, on exporte 75 à 80% de nos produits. Et au grand export, c'est-à-dire sur l'Asie et les États-Unis notamment, ou l'Amérique du Nord. Alors, bien évidemment, nous, on vend des ingrédients. On ne vend pas de produits finis qui est destiné directement aux consommateurs. On vend à des laboratoires qui vont ensuite formuler nos produits. Et là, vous avez un petit peu des marques qui achètent notamment notre collagène pour en faire des formules et des produits au sein de leurs différents développements. Alors, j'ai précisé qu'on est vraiment en recherche toujours d'apporter la meilleure valorisation. Et là, dernièrement, donc, porté par notre activité,
porté également par je dirais la dynamique du plan de relance. On a déposé donc un projet que l'on a appelé ECOP-MER, donc à la fois pour coopérative, économie, mer, enfin voilà, pour expliquer un petit peu le nom. Et donc c'était parce que bien évidemment on a des équipements qui sont quasiment d'origine, puisqu'on a démarré les hydrolysats en 1970. Et donc, on souhaite bien évidemment soit en changer, soit les rendre encore plus performants. Donc, on a dans les 2 prochaines années un objectif d'augmenter notre fabrication de 15% et dans les 5 ans à venir de 30%. Donc on a eu la chance d'être retenu et lauréat du plan de relance et d'obtenir des subventions dans le cadre de ce processus. Alors je vais vous faire un petit bon, même si je suis copaliste, je suis pas Valofiche, mais je connais très bien également l'activité. Donc Valofiche récupère les coproduits. Donc vous avez un petit peu une idée là qui est le fractionnement du saumon, où vous avez la tête et arête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les parties type tête, les flancs que vous avez sur le côté, c'est ce qu'on appelle des bellies. Et tous ces produits-là, où il reste beaucoup de chair, sont très très appréciés par les Asiatiques ou par les pays de l'Est. Alors en ce moment c'est un peu difficile, mais voilà, donc ça a de la valeur ajoutée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tête de saumon, si vous allez dans certains pays asiatiques, vous pouvez acheter des têtes de saumon pour faire des soupes, pour faire des plats d'origine de ces pays. Donc le saumon est vraiment une matière première qui effectivement, on va dire, valorisé à 100%, pratiquement en alimentation humaine, et de toute façon, s'il ne l'est pas en alimentation humaine, il le sera forcément dans la transformation pour l'industrie de chiens et chats. Alors, ce qu'on a, Valofiche, c'est vraiment une fabrication de produits alimentaires intermédiaires, et également fait une base surimi à partir des coproduits de cabillaud ou de lieu noir notamment. En fait, c'est la collecte vraiment des parties nobles. Donc là, vous avez sur cette diapositive, vous voyez le tri, parce que souvent les coproduits arrivent dans des bacs en vrac, et donc il faut pouvoir retenir les meilleures parties pour ensuite faire des blocs, les congeler et les envoyer ensuite aux industriels qui vont en faire des plats cuisinés ou des recettes type rillettes. Voilà. Donc ça repose sur une technologie de surgélation principalement, soit par air pulsé, ou là vous avez en bas à droite ce qu'on appelle des congélateurs verticaux. Alors, au sein de Copalis Industries, pour développer nos produits, bien évidemment, on se doit d'être, je dirais, dans une dynamique de recherche et développement pour garder notre expertise, pour pouvoir justement obtenir les valeurs ajoutées nécessaires pour acheter le plus cher les coproduits à nos adhérents. Donc là, sur cette diapositive, bien évidemment, pour cela, nous, au sein de Copalis, on a une petite équipe R&D, mais on se fait aider, bien évidemment, par un réseau et par d'autres laboratoires ou d'autres groupements, notamment les pôles de compétitivité. Et on participe à des projets européens de développement, dont l'un s'appelait Pepsinov, pour la valorisation de protéines. Et aujourd'hui, on est en train de lancer un programme de recherche pour la caractérisation des différents peptides et pour voir leur intérêt
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos formules, on sait qu'il y a des formules qui sont intéressantes, puisque bien évidemment, il y a des laboratoires qui sont intéressés. Mais aujourd'hui, on rentre dans une caractérisation de ces molécules d'intérêt. Voilà, je pourrais encore en dire beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions, oui, au fond. Alors, il y en a partout. On va commencer devant avec madame. Merci, c'était super intéressant. Est-ce que cette activité est très consommatrice d'énergie? Et est-ce que vous êtes sensible aux évolutions? Alors, merci beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler justement un petit peu des facteurs limitants. Alors oui, nous, on est dans l'industrie lourde et effectivement, on a des procédés de fabrication qui demandent beaucoup d'énergie, puisqu'en fait, je vais parler de Copalis Industrie, je ne vais pas parler de Valofiche, mais effectivement, on sèche le poisson, donc forcément, on évapore. Donc pour cela, on a des procédés dans lesquels effectivement, on consomme du gaz. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est, et d'ailleurs pas qu'aujourd'hui, mais pour nous, l'activité, la partie environnementale, au sens large du terme, a été toujours gérée, suivie au sein de l'entreprise, tant au niveau des consommations, puisque bien évidemment on cherche de la valeur, donc l'idée c'est de faire des économies. Et dans la recherche aussi de procédés le moins consommateurs ou au moins des procédés ou des équipements sur lesquels on peut réguler. Et donc c'est vrai, on a une activité énergivore et on a aussi qui dit aussi activité industrielle, dit rejet. Et qui dit rejet, nous on a notre propre station d'épuration au sein de Copalis Industrie, puisque nos effluents sont rejetés dans le milieu naturel. Et on se doit aussi, puisqu'on sèche, on rejette des effluents gazeux, odorants, donc on se doit de les traiter. Et de toute façon, on est bien évidemment sous installation classée vis-à-vis de l'ANREAL. Et donc ce qui se passe actuellement, même un petit peu avant, avec l'augmentation des coûts énergétiques, bien évidemment, on est très sensibilisé à ça. Et on cherche des voies de diversification ou d'amélioration au sein de nos procédés, oui. Oui, pardon. Il y avait une question au fond, là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez comme objectif d'augmenter de 30% votre production, et je voulais savoir quelle était la stratégie que vous aviez définie pour cette augmentation. Alors c'est sûr, c'est une bonne question, puisque au niveau des coproduits marins, nous on a coutume de parler de gâteau. Il y a un gâteau qui se réduit, puisque au niveau de la pêche, il y a les quotas. Donc c'est effectivement, on est plutôt en face. Nous, on constate une diminution de la ressource liée à la pêche. Par contre, il y a une espèce qui est quand même en voie d'augmentation, c'est le saumon, puisqu'il y a quand même aussi, également, on parle de projets d'élevage de saumon, je dirais, dans le nord de la France et dans le nord, je dirais, Belgique, Hollande. Ce qu'on appelle les land bases, donc c'est des élevages à terre, donc il y aura cette ressource, on l'espère, qui pourra se développer. Alors je ne vais pas rentrer dans des considérations environnementales, c'est pas l'objet. Bon voilà, ça permet de faire des activités, ça permet d'apporter une ressource, ça permet de nourrir la population, et donc nous, de toute façon, les marchés sont là, les besoins sont là, et on va se développer, bien évidemment, à Boulogne-sur-Mer. Vous avez vu le plan de relance. Mais on a aussi, pour passer ça c'est pour les 15%. Et on a une phase 2 pour arriver aux 30%. C'est de toute façon de construire un outil. On ne sait pas si on le mettra à Boulogne-sur-Mer, dans une autre région ou dans un autre pays. Mais nous, notre objectif, c'est garder notre leadership, parce que bon, dans une diapositive, vous avez vu
qu'on était leader mondial au niveau de la fabrication d'hydrolysats marins sous forme poudre, puisqu'on fabrique 6800 tonnes d'hydrolysats pour l'alimentation animale. D'ailleurs, nos produits sont commercialisés par une entreprise qui s'appelle Sopropêche, donc qui est spécialisée dans la commercialisation de toutes les protéines et d'autres produits engrais. Donc, à l'origine, Sopropêche faisait partie de la coopérative, et puis l'histoire a fait qu'il y a eu une séparation. Mais Sopropêche reste notre agent de distribution exclusif. Donc c'est vrai que bon, en France, on est deux gros acteurs. Donc nous, on est situé à Boulogne-sur-Mer. Notre étiquette, c'est la fabrication d'hydrolysats. Et ensuite, vous avez un autre acteur en Bretagne, à Concarneau. Le gâteau est plus petit et se réduit. Alors on est en concurrence. Parfois, on se prend des coopérateurs. Enfin, nous, ils sont coopérateurs, mais on ne leur interdit pas d'aller vendre ailleurs. Et puis, l'idée, c'est d'aller chercher de nouveaux adhérents aussi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, notre modèle fonctionne et on souhaiterait le diffuser dans les régions si c'est possible, quoi. Un, deux. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. En fait, j'ai deux questions. La première est un peu le prolongement de la précédente sur la disponibilité de la ressource. Donc, ce que vous avez exprimé, c'est que la ressource marine diminue, que vous comptez sur les développements de production à terre. Alors, pour autant, il y a l'obligation de débarquement qui est intervenue récemment. Est-ce que pour vous, ça présente une opportunité nouvelle ou finalement ça va rester marginal et ça ne changera pas grand-chose? Et ma deuxième question porte plus sur la question de valeur. Donc, vous avez mentionné le chiffre d'affaires de 35 millions d'euros par an, si j'ai bien retenu. Est-ce que, pour faire le lien avec la présentation précédente, on a vu que sur les volumes, c'était quand même essentiellement l'alimentation animale ou l'alimentation humaine qui était ciblée. Est-ce que pour vous, en valeur, vous vous retrouvez dans ces proportions où finalement les marchés de niche comme la cosmétique ou nutraceutique représentent quand même des valeurs plus significatives? Non, alors c'est une bonne remarque. Non, c'est principalement nous dans la valorisation, effectivement, l'alimentation animale représente, on va dire, 80% de notre activité. Mais bon, on se doit aussi d'être sur tous les marchés. D'où le fait aussi d'avoir que Skogal ait racheté Valofish. Pour pouvoir élargir ses possibilités de valorisation. Bon, même si à l'origine Copalis avait démarré une activité dans la congélation, mais bon, je dirais pour être plus rapidement performant, la coopérative a intégré Valofish. Et donc effectivement en alimentation, on va dire qu'il y a deux types. Il y a la première, c'est l'alimentation animale. Alors après, tout dépend des prix parce que forcément, les coproduits valorisés par Valofish ont une valeur qui ne peut pas être, déjà en termes de volume, mais qui ne peut pas forcément être valorisé en alimentation animale parce que le prix est trop élevé. Donc en fait, là, notre activité permet de vraiment d'acheter au juste prix le coproduit par rapport à une valorisation. Alors, sincèrement, nous, on ne voit pas depuis que... Excusez-moi de dire cette phrase, depuis que cette histoire a commencé. Je pense que le but, ça a été vraiment déjà de travailler sur les engins de capture au niveau des bateaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est toujours pareil. Vous demandez aux pêcheurs Bon, la législation, déjà, n'est pas très claire. Alors, s'il fallait parler des points bloquants... tout ce qui est législatif, avant de faire des lois, c'est bien de consulter les professionnels. Donc ça, c'est plutôt des freins, la législation. Alors nous, on essaye d'agir en amont. On a la chance d'avoir un petit réseau.
mais parfois on passe à côté de certaines réglementations qui nous posent souci. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a obligation de ramener tout ce qui a été capturé, mais à quelle valeur? On sait que ça va plutôt partir sur des destinations alimentation animale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pêcheurs, ça va leur occuper de la place dans leur bateau. Enfin, c'est pas simple. Enfin, nous, on voit pas vraiment de volume supplémentaire. Et puis en plus, comme l'a dit Monsieur Monod, par rapport à d'autres pays nordiques, où ça peut paraître assez simple parce que je dirais pas qu'ils sont mono-espèces, mais presque des espèces très ciblées. Nous, on est vraiment pluri-espèces et c'est vraiment, je pense que pour les acteurs, c'est pas simple. Moi, j'avais une question. Je vois que on a vu que vous valorisez à peu près 55 000 tonnes de coproduits, c'est ça, à peu près? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 55 000 tonnes, il y a, on va dire, 22 à 25 000 issus de Boulogne. Et ensuite, on en collecte en Belgique, en Bretagne, puisqu'on a des coopérateurs aussi en Bretagne. Donc là aussi, il y a de la logistique à gérer. Et puis Belgique, Hollande. Et du coup, la question, c'était est-ce que vous sentez une tension sur les approvisionnements en matière? Parce que j'imagine que c'est pas... Voilà, la matière première disponible n'est pas infinie, vu qu'on est sur des coproduits. Est-ce que là, surtout dans la perspective d'une prévision de croissance de 30%, avec la concurrence que vous pouvez avoir, est-ce qu'il y a une possible tension sur l'approvisionnement? Oui, on s'attend à avoir une tension. C'est comme tout, hein, c'est celui qui pourra donner un meilleur prix qui aura la matière première. Donc effectivement, et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs, notamment pour des produits destinés à l'alimentation humaine. Comme je l'ai dit, hein, sur des activités concurrentes à Valofish, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des acteurs qui se placent là où il y a la ressource, c'est-à-dire que nous, on la faisait venir, mais bon, pour le coup, il y a des personnes il y a des acteurs qui se créent. Effectivement, il y aura une tension, on s'y attend. Une fois encore, on pense que nous, une augmentation d'activité de 15% de par ce que nous, on peut apporter et le modèle qu'on peut avoir, ça reste... c'est en plus qu'envisageable, puisqu'on a lancé les opérations, le processus. 30%, c'est vrai qu'on se pose des questions. Je disais tout à l'heure qu'on doit installer une prochaine ligne de fabrication, hein, pour... en gros, faire plus de 2000 tonnes d'hydrolysa. Celle-ci, bien évidemment, on a en tête de la placer là où on pourra avoir la ressource. Donc il y a deux aspects. Alors il y a un aspect nouveau pour répondre également à madame, c'est que jusqu'à présent, on était dans la réflexion bien évidemment d'aller proche de la ressource. Mais la partie énergétique, pour le coup, maintenant devient aussi un enjeu important. Donc voilà, on va réfléchir, on va peser le pour et le contre. Et je précise également sur l'ensemble de la valorisation, s'il y avait aussi une conclusion, c'est vous dire que l'organisation est très importante et la logistique est un facteur clé. Comme je le disais, pour pouvoir collecter rapidement, stabiliser rapidement, pour ensuite obtenir les valorisations adaptées à des marchés de valeur. Sinon, effectivement, ça devient un déchet. S'il n'y a pas de valeur, ça deviendra un déchet. On peut tout transformer, on peut tout faire aujourd'hui techniquement, mais après, forcément, on ne fait pas ça pour rien, quoi. Il nous reste 2 minutes pour prendre peut-être une dernière question. Je ne sais pas si... Non ? Merci pour cette présentation et pour tous ces éléments. Par rapport, vous avez évoqué à la production de saumon française. Il me semble qu'il y a des élevages, par exemple en Normandie. Est-ce que c'est des acteurs avec qui vous êtes déjà en relation par rapport à des éleveurs de saumon français en Normandie? Est-ce que c'est des acteurs avec qui vous êtes déjà en relation ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez imaginer à l'avenir?
On est déjà en contact avec eux et un des gros, enfin on collecte déjà les coproduits chez eux. Hein. Donc comme je l'ai précisé, on collecte bien évidemment sur Boulogne, mais en Normandie également, Bretagne. Et effectivement, on est à l'écoute. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, bon, il y a des projets qui sont parus dans la presse, notamment dans la presse du nord de la France, concernant l'installation d'élevage de saumon à terre. Si vous voulez, ces gens-là sont venus nous voir également pour nous dire OK, on envisage d'installer des élevages. Est-ce que vous pouvez récupérer ne serait-ce que les viscères, puisqu'effectivement, aujourd'hui, si on parle du saumon, puisque ça sera des élevages de saumon, aujourd'hui, il n'y a pas de viscères puisque le poisson arrive viscéré. Mais là, s'il y a des élevages proches de notre établissement ou de notre usine, bien évidemment, on aura ça à gérer et aussi à travailler ces produits différemment parce que, pour le coup, ces produits se dégradent très très vite. Et dans la chaîne de valeur, la première chose, c'est la qualité de la matière première. Merci à tous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je pense que Loïc Monod peut prendre vos coordonnées et on doit pouvoir, mais je parle sous le contrôle de nos intervenants, vous envoyer les présentations qui ont été projetées. Merci encore.